Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois d'ailleurs Étienne Chouard. Bonjour Étienne Olivier. et merci beaucoup de nous donner du temps. Aujourd'hui, donc ça annonce, on va dire, une de plusieurs interviews et on va parler de la liberté d'expression. Dans un prochain, on parlera peut-être de la retraite, de la monnaie, ce sont des sujets qui vous sont chers. Euh, pour moi, c'était important d'essayer de replacer la liberté d'expression dans le cadre de tous ces ateliers constituants, puisque quand on n'a pas la parole, eh bien, on n'a pas le pouvoir, mais avoir la parole, c'est déjà avoir une forme de pouvoir. Et il y a un élément qui nous a assez choqués ces derniers jours, puisqu'on a vu, pas plus tard que lundi, un certain nombre de documents du Pentagone des États-Unis qui avaient été déclassifiés, qui avaient été donc mis sur les réseaux sociaux. Et de suite, le Pentagone a demandé aux médias de ne pas en parler, et les médias ont embrayé en disant oui, nous n'allons pas en parler. Donc, est-ce qu'on nous prend pour des moutons? Est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles? C'est-à-dire, que peut-on dire? Qu'est-ce qui est dans l'intérêt d'État? Qu'est-ce qui n'est pas dans l'intérêt d'État? Pour avoir le pouvoir, il faut pouvoir discuter de tout, pouvoir évoquer ces sujets. Et dans les ateliers constituants, il me semble que la première des choses, c'est de restaurer cette liberté d'expression. Donc, je tenais vraiment à avoir vos réactions à chaud sur cela et voir comment on peut faire pour améliorer cette liberté d'expression en face de cette censure sur divers sujets. Alors, les exemples de malfaçon de la part des médias sont légion, hein. On en a tous les jours. Tous les jours, les médias nous montrent qu'ils ne médiatisent justement rien. Au lieu de médiatiser, ils censurent et ils ne font passer que euh, la propagande du pouvoir. C'est littéralement une inversion dans la fonctionnalité des journalistes parce que, de mon point de vue, qui est celui des révolutionnaires de 1789, hein, et un siècle avant des révolutionnaires anglais, de mon point de vue, la fonction principale des journalistes est d'inquiéter les pouvoirs, de faire peur aux pouvoirs, de les surveiller, de dénoncer leurs intrigues, leurs complots, leurs méfaits. Quelqu'un comme Julian Assange, qui est aujourd'hui martyrisé depuis 10 ans par les pouvoirs pour précisément avoir fait son boulot de journaliste pour nous protéger tous. Le martyre de Julian Assange est emblématique d'une mise à l'envers de la fonction des journalistes et de la protection du bien commun qui n'a plus lieu à travers eux, puisqu'ils ont été achetés par les riches. Le problème, c'est que nous n'avons pas de constitution, une bonne constitution, c'est-à-dire forcément écrite par nous-mêmes, on y reviendra peut-être un jour. Une bonne constitution devrait protéger les journalistes contre l'acquisition, donc contre l'accaparement de la part des plus riches. Une constitution, par exemple, une bonne constitution d'origine citoyenne, donc pour moi forcément, une bonne constitution interdirait l'appropriation d'un média. Voilà, les médias ne peuvent pas être achetés, ils sont... Alors il y a plusieurs possibilités, on pourrait dire que ils sont indépendants comme le sont les juges. Vous n'accepteriez pas que les riches puissent acheter les juges, je pense. De la même manière, nous ne devrions pas accepter que les riches puissent acheter les journalistes. Les journalistes sont une institution presque aussi importante, peut-être même plus importante que le Parlement. On verra pourquoi après, mais surtout pour inquiéter les pouvoirs et donc nous protéger contre eux. Il n'est pas question que les riches les achètent, évidemment. Et donc, on peut les protéger en leur donnant un statut, comme le statut des juges, peut-être mieux que le statut des juges actuels, mais dans le même sens, c'est-à-dire que les juges, normalement, on veut les payer nous-mêmes, nous les citoyens, nous voulons payer nous-mêmes les juges, parce qu'on sait, sinon c'est les riches qui les paieront. Et puis on sait qu'ils vont être vulnérables aux pressions des puissants économiques, des puissants politiques, et finalement on les met à l'abri des pressions, les juges. Et on pourrait faire pareil exactement avec les journalistes. Donc en faire non pas des fonctionnaires, parce qu'ils seraient beaucoup plus indépendants que les fonctionnaires, mais à mon avis la bonne organisation pour les journalistes du point de vue des citoyens, du point de vue du bien commun, c'est sûrement quelque chose qui ressemble au juge. On peut en parler parce qu'il y a d'autres possibilités. Une autre possibilité, c'est de faire des journalistes et de leur garantir le statut de SCOP, c'est-à-dire un équivalent qui serait médiatique, où on dirait dans la Constitution, ceux qui font profession de journaliste euh, euh, doivent être les propriétaires de leur outil, de leurs médias. Les médias appartiennent, il y a une autre façon de le dire, c'est les médias appartiennent à leurs journalistes, et on pourrait dire aussi, et à leurs lecteurs, donc à voir si on met les lecteurs dans les propriétaires et les contrôleurs des médias. Et ça, on l'écrirait dans la Constitution avec un deuxième alinéa, aucune personne physique ou morale ne peut
directement ou indirectement, ne peut acheter un média. Voilà. Les médias sont la propriété de ceux qui y travaillent. C'est une autre façon de nous protéger contre l'acquisition par les riches. Alors tout ça est discutable, hein, mais n'est jamais discuté évidemment, puisque là aujourd'hui les médias ont été achetés par les riches. Il y a 9 milliardaires qui ont acheté quasiment tous les médias du pays. Ça n'a évidemment rien à voir avec le bien commun. Donc c'est pareil aux États-Unis. Et aux États-Unis, l'épisode dont vous avez parlé est la énième. Mais alors là, c'est spectaculaire parce que c'est au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que très explicitement, les médias américains viennent de dire, OK, on nous a avertis de terrible turpitude de la part de la défense, du ministère de la Défense américain, du Pentagone. Mais comme les autorités du Pentagone hier même nous ont intimé l'ordre de ne pas en parler, eh bien on va faire comme ils nous ont dit, on ne va pas en parler. Et le bien commun là-dedans, au diable, quoi. Hein. Mais il faut prendre le mal à la racine. C'est parce que nous ne nous préoccupons pas de défendre la liberté et l'indépendance des journalistes au plus haut niveau du droit, c'est-à-dire dans la Constitution. C'est parce que nous ne nous en préoccupons pas que quelqu'un comme Assange est martyrisé et que le patron de CNN est payé par Pfizer, pratiquement intégralement. Les millions qu'il gagne, c'est Pfizer qui les verse, c'est pas la CNN. Donc le patron de la CNN, c'est pas le gars qui est aux manettes, c'est Pfizer. Et bon, c'est un problème institutionnel. Nous avons un problème d'institution. Donc, ce qui est important, je trouve, dans une discussion comme celle-là, c'est de faire le point des raisons fondamentales pour lesquelles la liberté d'expression est un des 3 piliers fondamentaux de la démocratie, je pense. Alors Étienne, merci pour cela. Alors juste 2 petits points. On a quand même le statut en France de lanceur d'alerte. Alors on sait très bien que en théorie, le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir législatif, qui est indépendant du pouvoir judiciaire, et la presse, ça devrait être le 4e pouvoir. Mais ça, c'est la théorie. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la pratique, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il y a quand même le statut de lanceur d'alerte qui devait conférer à un certain nombre de lanceurs d'alerte justement cette protection pour pouvoir parler. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que parfois il y a des incongruités, puisqu'aux États-Unis, il y a Elon Musk qui a racheté Twitter. Quelque part, donc, il fait partie de ces riches qui achètent un média. On peut considérer que Twitter est un média à part entière et à lui tout seul. Donc, ce qui veut bien dire que peut-être que empêcher les riches d'acquérir un média est une condition nécessaire, mais qu'elle n'est peut-être pas suffisante. Ou alors l'inverse, peut-être que c'est suffisant, mais il ne remplit pas que les conditions nécessaires, puisque parfois, on s'aperçoit que des riches peuvent jouer un rôle et avoir des intérêts alignés, on va dire, avec leurs utilisateurs. Sauf que parfois, il a changé les règles et il y a certaines personnes qui ont décidé de partir de la plateforme parce qu'ils n'étaient pas en accord. En tout cas, trop de réglementation peut entraîner justement des dérives. Pas assez de réglementation entraîne aussi des dérives. Quel est le juste équilibre entre les deux, entre le statut de lanceur d'alerte, le rôle de la charte de Munich, le statut des syndicats des journalistes, de manière à garantir aux citoyens d'acquérir une information qui soit aussi loyale que possible, aussi neutre et indépendante, de manière à pouvoir prendre une décision ou s'informer. Vous avez raison, il va y avoir un problème de curseur. On va avoir un problème de curseur, savoir, il faut réglementer mais pas trop réglementer, laisser de la liberté et en même temps se protéger contre l'accumulation, l'accaparement des pouvoirs et des richesses. Il va y avoir un problème de curseur, mais j'insiste, celui qui va avoir ce problème de curseur, celui qui devrait être le souverain et qui a un problème de curseur pour savoir à quel moment il met, à quel niveau il met les contrôles et les interdictions, c'est le peuple, c'est la population. C'est à nous de décider où on met le curseur. Là, pour l'instant, le problème, c'est que ce sont les pouvoirs eux-mêmes, donc les exécutifs, puisque vous parliez de séparation des pouvoirs qui serait souhaitable, mais qui n'est nulle part appliquée, ou très mal, toujours. La séparation des pouvoirs n'étant pas appliquée en France, vous savez que c'est l'exécutif qui décide tout. Et il est porté au pouvoir par les juges. Vous savez qu'en France, ce sont les juges qui ont porté Macron au pouvoir en poursuivant et en harcelant son principal concurrent, qui était Fillon, qui était le favori de l'élection, et qui a été jeté aux oubliettes par les juges pour faire élire Macron. Donc en fait, la plupart des juges, enfin une bonne partie des juges, bien sûr, pas tous, est favorable au pouvoir
Et d'ailleurs, ça se voit dans les décisions contre les gilets jaunes, c'est-à-dire contre les opposants politiques. Euh, donc la séparation du pouvoir, c'est une rigolade en France, ça n'a jamais existé. Depuis le début, elle est bafouée dans au moins, au moins 10 articles de la Constitution, mais plus encore, en fait, quand on cherche, elle n'est nulle part, en fait. Là, ça se voit que c'est un général qui a fait écrire cette Constitution pour lui, un général d'armée, hein. Donc c'est un régime militaire, quoi, hein. Mais c'est un régime autocratique, c'est un régime vraiment, c'est dans le monde entier, dans les systèmes parlementaires, les systèmes représentatifs, le système français est le plus autoritaire, celui qui a le moins de séparation des pouvoirs, celui qui a le moins de contre-pouvoirs, c'est le système le plus tyrannique, en fait, c'est une monarchie. Et alors, il y a d'autres pays qui ont le même régime, ce sont des pays africains qui ont copié la cinquième, qui ont pris telle quelle, hein, en recopiant mot à mot quasiment, la Constitution, mais il faut comprendre que nous avons le régime le moins démocratique du monde dans les régimes représentatifs. Je ne parle pas des tyrannies comme l'Arabie Saoudite, mais je vous parle des régimes représentatifs. La France est à la queue, mais depuis longtemps et depuis le début, hein. Donc c'est pas étonnant que la liberté d'expression y soit bafouée depuis le début. Bon, bah, mais ce serait une erreur de s'en prendre aux élus et aux exécutifs, aux ministres, aux présidents, comme si c'était la faute de leur vice et que si nous avions des représentants plus vertueux, ça réglerait le problème. Je pense que ce serait une erreur de, de, de fonder nos institutions sur la vertu des acteurs. Euh, les institutions, c'est comme un contrat, et un contrat, ça prévoit ce qui se passe, ça prévoit ce qu'on va faire quand les choses se passent mal. Et donc, une constitution, c'est un contrat social et qui doit prévoir ce qu'on doit faire quand on découvre du vice chez nos représentants. Et donc, il faut prévoir comment on les contrôle, comment on les punit, comment on les vire quand on n'est pas content, comment on reprend la main, comment le pouvoir populaire reprend la main. En fait, le contrat social qu'est la Constitution, il doit pas compter sur la vertu des acteurs. Et je pense que quand nous pestons contre nos élus et contre nos médias, contre nos représentants, euh, on se dédouane, mais à bon compte en fait, parce que nous sommes largement responsables, hein. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Quelle est la dernière fois où vous avez réfléchi à vos institutions? Vous, Xavier, mais tous ceux qui m'écoutaient, hein, quelle est la dernière fois où vous avez réfléchi de façon avec un papier et un crayon, hein, quelle est la dernière fois où vous avez écrit un article de Constitution, vous avez contesté un article de Constitution? Ben, c'est il y a longtemps, en fait. En fait, vous l'avez probablement jamais fait. Et du même coup, vous étonnez d'être impuissant, mais vous êtes impuissant parce que votre puissance ne vous intéresse pas ou semble ne pas vous intéresser. Il ne tient qu'à vous de vous émanciper. Comme disait Étienne de la Boétie, soyez résolu de ne plus servir et vous voilà libre. Soyez résolu de ne plus servir, vous voilà libre. Donc la liberté d'expression, il y a deux raisons majeures de s'en occuper, de considérer que c'est un sujet essentiel, fondateur, un des piliers de la démocratie avec le vote des lois et le tirage au sort. Le tirage au sort pour désigner les représentants. Mais ce sera d'autres sujets, ça, hein. Mais un des piliers, c'est la liberté d'expression. Pourquoi? En démocratie, on donne le pouvoir à une opinion, à l'opinion de la population. Alors, de façon ultra minimaliste comme aujourd'hui, puisque nous n'avons que le pouvoir de choisir nos maîtres, mais c'est quelque chose un peu de pouvoir choisir nos maîtres, c'est mieux que d'être esclave avec des chaînes au fait, des fers aux pieds. Mais ne serait-ce que choisir nos maîtres demande d'être informé, demande d'être éclairé. Euh, c'est pas grand-chose, hein. Bien sûr, dans une démocratie, nous voterions nos lois. Mais dans un régime représentatif, on nous donne le pouvoir de désigner nos maîtres. Mais à partir du moment où vous avez un suffrage, et quand on dit universel, ça veut dire que c'est les hommes et les femmes. Mais à partir du moment où vous donnez du pouvoir politique à un suffrage, vous donnez du pouvoir à une opinion, et cette opinion, elle doit être éclairée. Pour éclairer l'opinion, on le sait depuis 2500 ans à Athènes, et on l'a vérifié, les penseurs politiques l'ont rappelé, rabâché, répété. Pour éclairer l'opinion, il faut mettre en scène les conflits. Il faut montrer toutes les opinions et connaître les opinions de ses adversaires pour que chacun, quand il opine, quand il donne son opinion, connaisse bien sûr les arguments pour sa cause, pour
la conviction qu'il porte, mais il doit connaître aussi, pardon, il doit connaître aussi, et il doit même être capable de défendre, pour montrer qu'il a bien compris, le point de vue adverse. C'est-à-dire qu'en fait, notre opinion n'est fondée que quand on connaît bien le sujet, les aspects pour, les aspects contre. Et donc la liberté d'expression sert à tous les protagonistes de la société qui ont un avis ou un autre ou encore un troisième sur un sujet, de l'exprimer pour que tout le monde ait vu les tenants et les aboutissants d'un sujet pour pouvoir opiner légitimement. C'est pas la seule raison d'être c'est une des deux raisons d'être de la liberté d'expression, c'est d'éclairer l'opinion pour légitimer les suffrages. Les suffrages sont légitimes quand l'opinion est bien éclairée. Si l'opinion est trompée, si on a réussi à nous mettre la tête à l'envers avec des médias achetés par les riches qui nous racontent des bobards toute la journée, notre opinion devient dangereuse même. C'est-à-dire que les riches ont les moyens avec les médias qu'ils ont achetés, ils ont les moyens de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. La deuxième raison de défendre la liberté d'expression, c'est d'inquiéter les pouvoirs, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin de représentants. Je ne suis pas contre la représentation, hein, je ne suis pas fou, nous sommes 60 millions et quelques, nous avons besoin de représentants. Simplement, donc nous en avons besoin que des pouvoirs soient institués. Mais ces pouvoirs, nous savons qu'ils sont dangereux, donc il faut les limiter, il faut les contrôler, il faut les inquiéter. Et le texte, l'idée géniale, la vieille idée géniale, hein, 2500 ans, ça fait une vieille idée quand même, hein, la vieille idée pour contrôler les pouvoirs, les tenailler, leur faire peur, c'est la Constitution. C'est-à-dire que nous allons coucher par écrit les règles du pouvoir, nous, ceux qui consentons à obéir à ces pouvoirs, nous allons coucher les règles du pouvoir. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, parce que sinon, et c'est le cas aujourd'hui, c'est une folie. Sinon, bien sûr, ils vont écrire leur puissance et notre impuissance. C'est ça qui se passe partout sur Terre. Mais si nous écrivons, nous, les citoyens, les représenter, ceux qui savent qu'ils doivent être représentés, si, au lieu d'être passifs et de laisser les élus écrire la Constitution, si nous nous mettons en tête d'écrire la Constitution, nous allons instituer les pouvoirs, nous allons réfléchir aux pouvoirs dont nous avons besoin. Vous avez rappelé le pouvoir législatif pour écrire les lois, mais pas les exécuter. Le pouvoir exécutif pour exécuter les lois avec la police et l'armée, mais pas les écrire. Il ne faut pas qu'il ait les décrets, il ne faut pas qu'il ait le pouvoir réglementaire. Ça, c'est vraiment la confusion des pouvoirs absolus. Donner le pouvoir réglementaire, en fait, il l'a pris progressivement, et c'est pendant toute la Troisième République. Troisième, quatrième, cinquième République, l'exécutif a le pouvoir réglementaire. Pour moi, c'est l'archétype, c'est le summum de la confusion des pouvoirs. C'est l'exécutif qui écrit les lois. C'est exactement ce dont tous les penseurs nous prévenaient qu'il fallait l'éviter à tout prix. Donc l'exécutif, normalement, ne devrait pas écrire les lois, il devrait que les exécuter. Pour ça, il ne faut pas parler de gouvernement, il faut parler d'exécutif pour bien le ramener à sa fonction limitée exécutive, parce que c'est le plus dangereux. Celui qui tient l'armée et la police, celui qui tient les forces armées dans un peuple désarmé, c'est vraiment lui qui va avoir tendance à devenir un tyran et qui risque, qui a toujours été celui qui devient tyrannique. Et donc, c'est vraiment celui qui doit être le plus surveillé. Donc, c'est lui qui ne doit pas pouvoir toucher à la Constitution. Il faut absolument que nous le tenions à la gorge ou que nous le tenions par le cou, pour s'en protéger. Et puis le judiciaire, nous allons instituer un pouvoir judiciaire qui sera aussi indépendant des deux autres. Et le pouvoir judiciaire, son boulot, ça va être de faire peur aux deux autres pouvoirs. Il faudra qu'ils puissent l'inquiéter. Les pouvoirs, ils sont indépendants non pas pour que chacun laisse les autres faire comme il veut. Il faut qu'ils se surveillent eux-mêmes, il faut qu'ils se contrôlent eux-mêmes. Il faut que le pouvoir judiciaire puisse aller condamner un élu, condamner un ministre. Et si on leur interdit ça, en fait, on dénature complètement la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça sert à limiter les pouvoirs. Et donc, il faut que les pouvoirs se surveillent eux-mêmes et puissent se nuire. Et puis, comme vous le disiez, les pouvoirs qui n'ont pas été pensés par Montesquieu, parce qu'il n'y avait pas encore la télé, ils ne pouvaient pas savoir, puis la banque n'avait pas encore pris son essor, ils ne pouvaient pas savoir, c'est le pouvoir médiatique que nous allons instituer et contrôler dans le même geste. C'est-à-dire, dans la même institution, nous allons leur donner le pouvoir de faire leur métier et d'être indépendants des puissants du moment, et en même temps, on va les rendre responsables, on va les rendre accountable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il faudra qu'ils rendent des comptes devant des chambres de citoyens tirées au sort. Et puis la monnaie, le pouvoir monétaire, c'est une cinquième institution à laquelle Montesquieu ne pouvait pas penser, mais qui aujourd'hui est évidemment une institution. C'est à nous d'écrire ces institutions et de les limiter dans le même geste. Et sur les médias, donc, on a deux raisons de défendre la liberté d'expression: éclairer l'opinion pour légitimer les suffrages et inquiéter les pouvoirs abusifs. Alors,
Éclairé et inquiété veut dire qu'on doit avoir aussi des journalistes qui sont intègres, qui vont justement respecter un certain nombre de règles. Dans le monde du journalisme, il y a la charte de Munich, dont le premier devoir est de dire la vérité, quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il leur en coûte. Alors tout à l'heure, vous avez dit que combien de fois a-t-on essayé de regarder des éléments de la Constitution? Ben, chez François, étant donné qu'on nous a interdit, on a essayé de nous interdire notre agrément, de nous suspendre notre agrément, eh bien, on s'est penché sur la licéité de cet organe qui délivre ces agréments de presse en ligne, la CPPAP. On en a même fait une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée. Donc, on peut dire qu'on essaye de faire avancer les choses. On s'est aussi posé la question de l'application du respect, on va dire, de cette charte de Munich, de par le fait qu'on a parfois l'impression que les journalistes qui travaillent dans les médias mainstream ou les médias financés par l'État ne vont pas jusqu'au bout de leur pensée. Donc, il y a une forme d'autocensure et que parfois, on n'a même pas besoin de leur dire quelque chose puisque on peut rappeler qu'une des rédactrices en chef de BFM a elle-même déclaré pendant la crise sanitaire qu'on était dans une crise sanitaire et qu'on ne peut pas aller à l'encontre du gouvernement parce que ce n'était pas dans l'intérêt des citoyens. Donc, ce qui veut bien dire que les médias arrivent à s'aligner avec le pouvoir, avec l'exécutif, et ici, c'est bien sûr le citoyen qui en subit les conséquences. On voit bien qu'il y a donc une forme de collusion, de comportement de collusion, et j'ai fait un parallèle dans un édito avec la finance, parce que dans le monde de la finance, on a créé ce qui s'appelle le délit d'initié. Et on a appelé ça autour de la manipulation du cours de bourse. Et j'ai essayé de regarder comment on manipulait le cours de l'information en me demandant, à partir du moment où on n'a pas une information qui est complète, on a une information qui est incomplète, bien sûr, on va avoir une décision qui va être incomplète et peut-être biaisée même. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui a été fait dans la finance pour qu'on évite justement ces délits d'initiés, ces manipulations de cours de bourse qui ont permis à certains de s'enrichir au détriment de d'autres, puisque de toute manière, la finance étant c'est une caractérisation de ce qui se passe dans un monde bien plus large qui est le pouvoir. Dès lors qu'on a le pouvoir, on essaye de se satisfaire à soi-même plutôt que de se satisfaire les autres. Donc, j'aimais bien regarder ce qui se passait là-dedans, parce que la finance est un marché presque parfait avec l'information en temps réel. Oui, mais les délits d'initiés sont, enfin pour moi, ils sont légion dans le monde de la finance et de la bourse. Euh, les délits d'initiés me paraissent inévitables. Je ne vois pas comment on peut affirmer qu'on va les punir, mais la plupart vont vous passer sous le nez sans même que vous en aperceviez. Vous allez en détecter un ou deux, mais vous en allez avoir 1000 qui passent à la trappe. Oui, mais Je donc pense. on peut dire que entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, des délits d'initié, il va y en avoir. C'est-à-dire, il y en a forcément qui vont passer à la trappe. Exactement. En fait, moi, je ne veux pas dériver sur la finance parce qu'il y aurait une émission à faire là-dessus, mais il me semble que nous pourrions très bien supprimer la bourse. Nous n'avons pas besoin de l'argent des riches pour financer nos activités. Nous n'avons pas besoin de l'argent de ceux qui ont accumulé de l'argent. On n'a pas besoin de leur argent. Nous avons besoin de reprendre le contrôle public de la création monétaire. Et avec le contrôle public de la création monétaire, nous financerions tous nos services publics et toutes les entreprises qui en ont besoin à gogo. En tout cas, sans restriction. Nous n'avons pas besoin de la spéculation du casino, parce que c'est un casino, la bourse. Hein, c'est vraiment c'est un jeu de hasard avec des délits initiés à gogo et qui n'ont rien à voir avec le bien commun. Le capitalisme va très bien marcher avant que la bourse n'existe et il marchera encore très bien quand on l'aura supprimé. Je pense qu'on peut supprimer la bourse littéralement. Sur la charte de Munich, sur la vertu des journalistes, je ne pense pas que qui que ce soit puisse dire qu'il est vertueux et je ne pense pas non plus qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est complètement vicieux. Nous avons tous en nous, je crois, et les Athéniens étaient sur cette position, de la vertu et du vice, suivant les circonstances, suivant notre âge, suivant la période, suivant les circonstances. En fait, de bonnes institutions seraient celles qui nous inciteraient à la vertu et nous désinciteraient du vice. Ça suffirait déjà à arranger beaucoup les choses. Bon, alors sur les journalistes, eh ben, c'est pareil. Il faut à la fois leur donner une confiance, une mission qui soit rappelée constamment, des honneurs, une indépendance qui soit strictement protégée. Donc, tous les moyens de faire bien leur boulot en leur rappelant que nous tenons à eux pour les rouages les plus importants de notre organisation sociale. Nous avons besoin d'eux. Et en même temps,
on les contrôle, il faut qu'ils rendent des comptes. Et euh, l'institution qui me vient à l'esprit et qui est la même pour tous les pouvoirs, en fait, c'est des chambres de contrôle tenues par des citoyens tirés au sort. Euh, chambre de contrôle des policiers, chambre de contrôle des ministres, chambre de contrôle des parlementaires, chambre de contrôle des juges, chambre de contrôle des journalistes, chambre de contrôle des professeurs, chambre de contrôle des fonctionnaires, chambre de contrôle de tout ceux qui ont un pouvoir, en fait. Dès qu'il y a un pouvoir, il faut qu'ils rendent des comptes, et c'est tout bête. Et puis, si vous ne voulez pas rendre des comptes devant des citoyens tirés au sort, ben, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas parlementaire. On ne vous oblige pas à être parlementaire, on ne vous oblige pas à être journaliste, on ne vous oblige pas à être ministre. Dans nos institutions, nous estimons que à partir du moment où vous avez un pouvoir, vous êtes très utile, on tient à vous, hein, et on va bien vous payer pour ça. OK, on a besoin de vous, on va bien vous payer, on va vous donner les honneurs, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez bien faire votre boulot, mais on sait que vous êtes dangereux et vous allez devoir rendre des comptes devant des citoyens tirés au sort qui nous représentent, parce que nous avons compris que à partir de 1000 personnes, quand on tire au sort 1000 personnes dans notre société, qui fait 66 millions, mais qui pourrait en faire plus, quand on tire 1000 personnes, on a ce qu'on appelle un échantillon représentatif et on fabrique une micro-société qui nous ressemble. Et donc, nous tenons à ce que tous les pouvoirs, comme je viens d'énumérer, y compris le pouvoir monétaire et bancaire, j'ai oublié de le dire, tous les pouvoirs doivent rendre des comptes devant une espèce de mini-société qui est tirée au sort parmi nous. Voilà. Et du même coup, si vous voulez, il me semble que ces institutions, à la fois, inciteraient les gens à la vertu en leur faisant confiance et en rappelant l'importance de leur mission tous les jours, et en même temps, les désinciteraient du vice en les contrôlant réellement. Alors, vous parliez de la charte de Munich, et vous avez raison, elle est vraiment bien, cette charte. Quand on la lit, on dit, c'était bien pensé, ce texte est bien fait. Le problème, écoutez bien, c'est qu'il n'a pour l'instant aucune force contraignante. Une charte. Alors, une charte, c'est un texte qui est délivré par en haut. Et en général, une charte, c'est délivré par le roi. C'est un texte qui vient d'en haut, c'est pas démocratique. Et on n'est pas obligé de l'appeler charte de Munich. Le fait que ça s'appelle une charte, donc que ça vienne d'en haut, pour moi, ça me fait tordre un peu le nez. C'est pas très grave, hein, c'est un détail. Je vais pas. Alors, elle vient pas totalement d'en haut parce qu'en fait, elle a été rédigée par un journaliste qui a d'ailleurs travaillé chez François. En fait, cette charte. Ça se voit que ça a été fait par. Vraiment, je rends hommage à la rédaction de François, que moi j'ai découverte avec la crise, hein, de la prétendue crise. Pour moi, c'est pas une crise. Hein, la Covid, là, c'est un coup d'État totalitaire. Il y a une bascule totalitaire qui a lieu. Il y avait déjà eu un coup d'essai avec H1N1, et puis on a tous les documents. Il faut lire. Je sais que c'est long, mais le rapport du Sénat de 2010 qui analyse H1N1 décrypte tellement bien les mécanismes de corruption, de mensonges, de terrorisme qui a eu lieu pour conduire les gens à se faire vacciner contre H1N1. Il analyse tellement bien ce rapport du Sénat, les rouages de la manipulation, du complot. Il y a un complot contre le bien commun, là, vraiment. Qu'on retrouve les mêmes rouages aujourd'hui dans la soi-disant crise de Covid. On retrouve les mêmes rouages, les mêmes textos. Simplement, ils ont tiré des leçons de leurs erreurs, mais ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes terroristes, les mêmes chiens de garde qui vilipendient et qui martyrisent les opposants à la doxa, à leur coup de force. Donc, je rends hommage à François parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des journaux dans le pays. Pour moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a peut-être Sud Radio, François, il y a Nexus. Il y en a vraiment, ça tient sur les doigts d'une main, je pense, hein, parce que tous les autres sont achetés par les riches. Et même des journaux qui paraissaient un peu plus subversifs, en tout cas un peu plus inquiétants pour les pouvoirs. Par exemple, Mediapart, qui est inquiétant pour les pouvoirs normalement. En fait, si vous étudiez, Mediapart n'étudie jamais le système de domination. Jamais. Jamais il remet en cause le système de domination. Et au moment d'élire, il appelle à voter Macron, c'est-à-dire pour le prochain tyran. Et par contre, ce que fait Mediapart, c'est qu'il, et comme le Canard enchaîné, hein, il dénonce des scandales ponctuels, individuels. Mais ça, le système en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, c'est une opposition contrôlée, ça. C'est une opposition dont le système de domination parlementaire n'a rien à craindre. Et surtout, ce que je voulais vous dire sur la charte de Munich, c'est que ce texte a été écrit, ok, ça se voit, par un journaliste intègre, et il n'a le problème de ce texte est qu'il n'a aucune force contraignante. Moi, je suis en train d'écrire une constitution d'origine citoyenne, donc je ne suis pas en train d'écrire la constitution. Hein, vous devriez tous faire ce boulot, d'écrire un exemple, un modèle, pas un modèle, un exemple, un chantier de constitution d'origine citoyenne. Et dans ma constitution, j'ai mis la charte de Munich, je l'ai prise et je l'ai mise dans la constitution. C'est ça qui manque en fait. Et c'est pas tout. Mais il faut, pour lui donner une force contraignante,
il faut qu'on la, euh, pas seulement qu'on déclare qu'on la reconnaît, le mieux, je pense, c'est de la mettre dans le texte, dans notre texte. Peut-être vous pouvez en ajouter, en rajouter, en retirer, si vous trouvez qu'elle ne correspond pas parfaitement à la situation française. Donc rien ne vous interdit, quand vous prenez la charte de Munich, vous la mettez dans votre constitution, rien ne vous interdit de la corriger, de changer deux ou trois choses. Et ensuite, c'est pas tout. Euh, une loi, une règle qui n'a pas de sanction n'existe pas. Donc, si vous prévoyez pas si vous prévoyez pas en même temps que l'ensemble de règles, charte de Munich, pour protéger et responsabiliser les journalistes, si vous prévoyez pas en plus de cette série de règles, l'organe qui va les faire appliquer et qui va sanctionner ceux qui ne respectent pas la dite charte, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc, ce qu'il faut faire en même temps dans un deuxième alinéa, vous voyez, deuxième article, juste après la charte de Munich, ou en tout cas quelque part dans la Constitution, il faut mettre en place, alors moi j'appelle ça la chambre de contrôle des médias, mais vous l'appelez comme vous voulez. Moi, toutes les chambres de contrôle, j'appelle chambre de contrôle des et les pouvoirs dont je parle, et c'est toujours des citoyens tirés au sort. Et là, il faut prévoir que la charte de Munich, elle est appliquée par la chambre de contrôle des médias, donc des citoyens tirés au sort, avec le pouvoir d'ester en justice et même peut-être le pouvoir de punir. Il faut que vous fassiez attention avec les pouvoirs, les contre-pouvoirs, parce que si vous donnez à un contre-pouvoir qui surveille un pouvoir, si vous lui donnez le pouvoir de détruire littéralement lui-même le pouvoir qu'il surveille, vous n'avez fait que déplacer le danger, je pense. Parce qu'en fait, c'est lui qui devient dangereux. C'est le contrôleur qui devient dangereux. Alors que si vous dites la chambre de contrôle des médias, elle peut poursuivre en justice le journaliste qui lui semble devenir une crapule. Mais elle ne peut pas le punir elle-même, et c'est la justice qui va le punir. À ce moment-là, vous vous êtes mis à l'abri de ce pouvoir qui s'est déplacé, en fait. Euh, la chambre de contrôle n'est plus dangereuse en elle-même, elle ne devient pas le pouvoir à surveiller. Mais Étienne, regardons un petit peu. Donc, bon, dans le monde du journalisme, on sait qu'on a la CCIP, la Commission des cartes de presse, on a la CPPAP, on a l'ARCOM, on a des chambres de contrôle. Donc, on a énormément de régulateurs ou de tentatives de régulation et on voit qu'on n'arrive toujours pas à un optimum. Quand on regarde chez les médecins, par exemple, aussi, on a l'ordre des médecins qui est censé réguler et y compris aller jusqu'à une chambre disciplinaire. On voit bien que ça ne c'est-à-dire que ces organes existent. Jamais des citoyens tirés au sort. C'est jamais des citoyens tirés au sort et ils n'ont pas le moyen d'ester en justice. Et puis ils sont composés avec les pairs. Quand je dis c'est pas des citoyens tirés au sort, c'est-à-dire qu'ils sont composés par des gens qui sont de la même caste, du même groupe social, du même statut politique que ceux qu'ils ont à juger. Quand vous Donc, ils avez n'ont rien d'intérêt. Mais prenons un exemple avec l'ordre des médecins. La chambre disciplinaire, elle, quelque part, elle a un moyen d'être en justice, puisqu'il y a des médecins qui ont été suspendus. Quand on suspend quelqu'un de son gagne-pain, mais comment elle est nommée cet ordre? ok, donc en fait, il n'y a pas que la définition de la chambre elle-même, il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'il faut garantir non seulement une indépendance au départ, des règles qui soient transparentes, de manière à ce qu'on ne transpose pas le problème et qu'en même temps, on se garantisse qu'on va bien réguler ces institutions. Si vous tirez au sort l'ordre des médecins, parmi les médecins, à mon avis, c'est mieux de le tirer au sort parmi les citoyens. Si vous tirez au sort l'ordre des médecins parmi les citoyens, vous n'aurez plus du tout les dérives que vous observez là. Plus du tout, du tout, du tout. Ça va être comme les jurés d'assises, jurés d'assises qui sont tirés au sort et à qui on donne des responsabilités considérables. Ça marche, ça marche. Alors, le problème, c'est qu'on a mis au milieu des jurés d'assises un président qui est un professionnel et qui a une grande influence. Une grande influence, en fait, il obtient ce qu'il veut le plus souvent des jurés tirés au sort. Et il faut réfléchir à ça pour voir comment on peut rétablir cet équilibre. Le problème, c'est que dans les jurés d'assises, ils ne sont pas nombreux. Les jurés ne sont des simples citoyens, ne sont pas nombreux et c'est difficile de résister à un professionnel dans ce contexte-là. Leur mandat est très court. Il faut réfléchir à la façon dont on organise les chambres tirées au sort pour qu'elles ne soient pas manipulées par des professionnels j'allais dire des professionnels de la manipulation. C'est un peu ça là en l'occurrence. Mais alors Mais revenons un petit peu ça serait bien meilleur.
l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, le contrôle des policiers. Vous voyez, l'organe qui contrôle les policiers est constitué de policiers. Ça va pas du tout. Enfin, c'est un enfant qui comprend ça. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est votre faute. Enfin, votre faute. Je vous parle à vous tous. Hein, c'est notre faute à nous tous. Si les policiers aujourd'hui sont contrôlés par des policiers, c'est-à-dire en fait, ils ne sont pas vraiment contrôlés, ils ne sont pas contrôlés du tout, quasiment, c'est notre faute. Quand avez-vous écrit un article, quand, cherchez dans votre mémoire, quelle est la dernière fois où vous avez écrit un article de constitution où vous disiez la police est contrôlée par les citoyens à travers la chambre de contrôle de la police qui est composée de citoyens tirés au sort? Quand est-ce que vous l'avez écrit? Nulle part, vous ne l'écrivez pas, vous vous en occupez pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas à la fois protester contre les dérives du journalisme, les dérives de la banque, les dérives des politiciens, les dérives, etc. Vous ne pouvez pas protester contre les dérives des pouvoirs et vous désintéresser du processus constituant qui institue ces pouvoirs. Mais enfin, c'est complètement déconnant. Enfin, vous voyez, qui était cet abbé ou ce prêtre qui disait Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Vous ne pouvez pas adorer la cause qui est l'élection de l'Assemblée constituante. Si on vous disait aujourd'hui comment allons-nous écrire la prochaine constitution, vous allez me dire il faut élire l'Assemblée constituante. Ouais, mais c'est précisément l'élection qui donne le pouvoir aux riches. Si vous élisez l'Assemblée constituante, c'est foutu. Voilà, il ne changera rien. Rien ne changera. Si vous élisez l'Assemblée constituante, parmi des candidats qu'on peut aider, ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les plus riches, vont faire élire leurs candidats comme aujourd'hui. Et leurs candidats, qui sont des professionnels de la politique, vont écrire la puissance des professionnels de la politique et l'impuissance populaire. Et vous n'aurez pas changé un iota. Il faut que vous arrêtiez d'adorer l'élection si vous voulez venir à bout de votre impuissance politique, il me semble. Hein. Et donc, en matière de liberté d'expression et en d'autres matières, quand on parlera. Tout à fait. Je ne prends pas de manière personnelle tout cela parce que je pense que chez François, justement, on essaie de se battre et d'essayer de faire avancer, comme on dit, le schmilblick communément, de manière à ce que les concitoyens soient mieux informés. Parce que, à titre personnel, j'estime que quelqu'un de bien informé, c'est quelqu'un qui sera en meilleure santé. Il sera plus à même de se prémunir contre un certain nombre de risques, que ce soit un risque de santé, un risque système ou quelconque risque. Donc, je pense que l'information, et aujourd'hui, on parle très souvent de malbouffe quand on va chez McDonald's, et j'ai l'impression, et moi, c'est à titre personnel, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis impliqué dans le journalisme, je pense qu'on est mal informé. Je n'ai pas dit qu'on était que désinformé, on est mal informé. Alors, la désinformation fait partie de la malinformation, mauvaise information. Quand on va chez McDonald's, on a l'impression de se nourrir, mais on est peut-être nourri avec de la malbouffe parce qu'on ne se pose pas les questions de qu'est-ce qui fait quelqu'un en bonne santé. Donc, pour moi, c'est fondamental ces échanges de manière à ce que les personnes puissent se rendre compte du challenge qui est devant nous, de manière à atteindre cette bonne santé informationnelle, ce qu'on peut appeler cette bonne santé. Encore un mot peut-être. Ce que vous venez de dire me fait penser que il y a un aspect supplémentaire qui manque beaucoup à la liberté d'expression et à l'éclairage de l'opinion que devrait produire la liberté d'expression, ce sont les débats contradictoires. Vous devriez, et je sais que ce n'est pas facile parce que les puissants le refusent, mais si vous pouviez, l'idéal serait d'arriver à mettre en scène des conflits. C'est-à-dire, vous voyez, pas seulement m'interroger moi qui parle tout seul, mais me mettre en face d'un représentant, d'un défenseur du système représentatif. Vous voyez, Chouard qui conteste le système représentatif institué par les représentants eux-mêmes et qui réclame un système représentatif, mais institué par les représentés. Chouard en face, avec en face un élu ou un ministre ou un défenseur, un intellectuel qui défend le système constitutionnaliste, quelqu'un qui défend, on va dire, le système actuel. C'est le conflit, la mise en scène du conflit entre ces deux personnes va être extrêmement pédagogique. Et il ne faut pas que ce soit que Chouard, bien sûr. Et je pense que chaque sujet mériterait d'être. Donc, il faut que chacun puisse s'exprimer sans être interrompu, comme je le fais là maintenant, c'est super. Ça, c'est vrai, c'est bien, c'est utile. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que je puisse être en contradiction avec un opposant et que cet opposant soit en contradiction avec moi. Je ne suis pas sûr du tout que je gagnerai. Si ça se trouve, je m'apercevrai de certaines de mes erreurs et ça
ça m'amènerait à me corriger. Et d'ailleurs, c'est une partie de l'intérêt de cette mise en scène des conflits, c'est d'aider les protagonistes à fléchir un peu leur point de vue pour être au point de vue de se rapprocher. Mais l'avantage principal ne concerne pas les protagonistes, l'avantage principal concerne les spectateurs qui, eux, vont être bien mieux éclairés par la controverse que par des discours séparés, et mieux encore que par un seul discours de celui qui a pris la loi. À Athènes, dans l'Ecclésia, donc à l'endroit où on votait les lois, les tirés au sort qui avaient préparé les lois, les tirés au sort ne votaient pas les lois, les tirés au sort préparaient les lois, et ça pourrait être le rôle qu'on donne à notre Parlement, on pourrait tirer au sort notre Parlement, non pas pour qu'il vote les lois, mais pour qu'il nous les prépare, et c'est nous qui les voterions, nous les citoyens, qui voterions directement les lois, par référendum. En tout cas, c'est à Athènes, dans l'Ecclésia, dans l'arène, avant de voter, les tirés au sort venaient présenter la loi, donc ceux qui étaient pour, dans les 500 qui avaient préparé la loi, il y en avait qui étaient d'accord, donc la majorité, et puis il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Donc c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les minority reports, donc les opinions dissidentes. Donc il y avait les uns qui venaient défendre la loi devant les citoyens, à l'Ecclésia, et puis les autres qui venaient attaquer la loi en disant « nous, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison », puis on les voyait s'empailler, et sur l'agora, donc sur le marché en dehors de l'Ecclésia, il y avait Platon qui défendait l'idéalisme et qui défendait, donc qui était antidémocrate, et puis qui se fritait, qui se bagarrait, il y avait des disputations, il y avait des controverses, qui se battaient avec Démocrite, qui lui était matérialiste, et donc cette dispute, la mise en scène de ces disputes était tout à fait utile au bien commun, parce que ça permettait d'éclairer l'opinion, et les citoyens, quand ils venaient voter, ils avaient une bien meilleure compréhension de l'ensemble des arguments de part et d'autre que nous, aujourd'hui, n'en avons avec des médias qui n'en sont plus, à part vous et quelques-uns, mais très peu nombreux. La plupart des médias, à partir du moment où ils sont achetés, c'est fini. Ils n'ont plus, ils ont plus un rôle de média. Ils vont interdire de médiatiser. Ils vont faire le contraire de médiatiser. Ils vont tricher. Étienne, donc oui, Mon journaliste est un amateur. Je retiens cet élément d'organisation de débat. On a essayé pendant la crise sanitaire, on a invité des contradicteurs, on va dire, on a invité des gens qui étaient pro-politique sanitaire, et bien sûr, de l'autre côté, il y a une forme de refus du débat en utilisant des étiquettes, des anathèmes, en nous traitant de complotistes, d'antisémites, d'extrême droite, de tous les termes qui font que non, on ne débat pas avec ces gens-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, en utilisant ces étiquettes, ça empêche justement de faire avancer ce débat. Et on est aujourd'hui heurté à un challenge, c'est comment refait-on société? Normalement, les médias sont là pour justement avoir le pluralisme des opinions, pour pouvoir, et d'ailleurs, il y a quelqu'un de connu qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ». On a parfois l'impression qu'on oublie des maximes qui sont aussi importantes que celles-là. Et parfois, les médias préfèrent taper sur un concurrent plutôt que justement d'écouter, préfèrent donner un jugement de valeur sur une opinion plutôt que de laisser cette opinion évoluer dans la société en faisant du prêt-à-penser, comme on fait du prêt-à-manger, plutôt qu'en donnant les éléments. Alors, est-ce qu'il y a une forme d'imbécilisation de notre société au travers de tout ça? Certainement, quand on détruit l'outil d'information de la population au point où on en est aujourd'hui, on ne va pas avoir une amélioration des capacités de la population. Enfin, c'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Or, aujourd'hui, ce qu'on appelle les journalistes mettent littéralement tous les mots importants à l'envers. On appelle constitution ce qui est le contraire d'une constitution, c'est une prison, au lieu d'être une protection. On appelle citoyens des gens qui ne sont que des électeurs, donc on n'est pas du tout autonome, on est hétéronome, on subit la loi écrite par quelqu'un d'autre, on n'est pas du tout des citoyens. On appelle suffrage universel le fait de désigner des maîtres, alors que ça devrait être voter les lois. Donc c'est le jour et la nuit, c'est littéralement le jour et la nuit. On confond élire et voter, on nous dit sans arrêt qu'on va voter, alors qu'on va jamais voter. Voter, c'est décider. On va élire, c'est-à-dire en fait, on va renoncer à voter et on va donner le nom dans une urne, le nom de celui qui va tout voter à notre place, et on confond élire et voter. Mais tous ces mots essentiels mis à l'envers
nous empêche de penser à l'endroit. Et donc, est-ce que c'est une imbécilisation? Je ne sais pas, parce qu'imbécile, ça voudrait dire… Mais quand on dit que quelqu'un est un imbécile ou un idiot, on sous-entend que c'est sa nature. Or, ça, c'est quelque chose de raciste que j'aime pas du tout, parce que pour moi, les gens évoluent. Et quelqu'un qui peut vous paraître aujourd'hui raisonner comme un idiot, en fait, si ça se trouve, demain, vous allez voir qu'il est génial sur un autre sujet, ou après avoir vécu quelque chose d'important, il va se transformer. Par exemple, on va lui faire J'aurais dû utiliser plutôt le mot infantilisation qu'imbécilisation. infantilisation, certainement, voilà, oui, tout à fait, parce qu'enfant, on sent que c'est temporaire et que ça ne va pas durer. Et effectivement, l'élection, mais c'est l'élection, hein. C'est pas seulement, c'est toutes les institutions, mais notamment l'élection. L'élection, parmi ses vices, je retiens, j'ai pas le temps d'en parler maintenant, hein, peut-être qu'on pourra faire une émission sur les 10 vices de l'élection et qui correspondent aux 10 vertus, comme un miroir, du tirage au sort. Mais un des vices de l'élection, c'est d'infantiliser les électeurs, littéralement. Oui, absolument. L'enfant, étymologiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit à la parole. Et l'élection, elle sert à ça. Elle sert, Sieyès disait, le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, c'est ce texto, hein, je connais par cœur, c'est ce que disait Sieyès en 1789, hein, dans le dire sur le veto royal. Sieyès disait, dans un pays qui n'est pas une démocratie, entre parenthèses, et la France ne saurait l'être, fermez la parenthèse, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc ça, c'est vraiment les représentants au sens du tuteur, au sens du tuteur qui est le maître d'un incapable légal, un incapable majeur. Donc c'est complètement infantilisant. Et quand on a vécu toute sa vie, et c'est notre cas, vous et moi, et à nous tous, à vous tous qui nous écoutez, quand on a vécu que ça toute sa vie, oui, on nous a littéralement désappris à faire de la politique. On nous a désappris à nous engager, à prendre des responsabilités, à décider. L'élection est littéralement infantilisante. Et c'est notre faute. N'attendez pas que nos maîtres nous émancipent et nous permettent de devenir enfin des citoyens en devenant constituants. Ça n'arrivera pas. C'est à nous, comme un adolescent ne demande pas à ses parents quand ça lui prend, ça y est, il veut être libre, il veut devenir une grande personne. Quand ça lui prend, il ne va pas demander l'autorisation à ses parents. Il va devenir libre parce qu'il l'a décidé. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, disait la Boétie. Hein, un jeune homme de 15 ans. Hein, soyez résolus. Étienne Chouard sur ces mots, merci beaucoup. Donc on rappelle, les mots sont importants. Le président avait dit en mars 2020, nous sommes en guerre, nous sommes aussi en guerre contre l'usage de ces mots et surtout leur infantilisation et le détournement de ces mots qui empêchent que nous soyons… Il faut interdire à l'exécutif de déclarer la guerre. Ce n'est pas à lui de le faire. Surtout, jamais, jamais, jamais. Il faut. C'est un autre sujet. Merci et on aura le plaisir de vous accueillir pour traiter d'autres sujets, la monnaie, les retraites et éventuellement les vices, les 10 vices de l'élection, comme vous venez de suggérer. Merci beaucoup pour cette débriefing. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme vous le savez, chez François, on essaie de vous amener ces débats. Alors aujourd'hui, c'était une discussion entre deux personnes. On essaiera peut-être dans les autres discussions avec Étienne Chouard d'amener un contradicteur, quelqu'un qui ne va pas penser de cette même manière. C'est mon travail d'essayer d'en chercher et surtout de les convaincre de venir débattre parce que en fait, faire des propositions n'entraîne pas qu'on entraînera l'adhésion de ces individus. Voilà, je tiens à vous remercier à tous de nous suivre et continuer à nous soutenir chez François parce que sans vos soutiens, eh bien, il n'y a pas d'information loyale. Sans votre soutien, nous ne serions pas là. Merci à tous et bonne journée. Et bonne journée, Étienne. Merci Xavier, à bientôt.